Avant de commencer ce point de presse, je voudrais avoir une pensée pour les 84 enfants de cette école du Pakistan, à Peshawar, qui ont été tués par des talibans. Après l'Australie, le Pakistan est durement touché par le fanatisme. Et la jeune Malala, qui a eu le prix Nobel de la paix, est là pour nous rappeler cette image des enfants qui s'insurgent contre la violence. Et cela rehausse encore plus son visage et le personnage. Voilà, c'était un petit mot simplement. Je réitérerai cela au conseil municipal du 17. Je vais donc donner la parole à Bernard Travier, vice-président, qui a en charge la culture à l'agglomération Future Métropole et qui a été en charge de l'organisation du jury de recrutement de M. Gildas Vidal. Ensuite, je lui donnerai la parole. Bernard. Merci, M. le Président. Un bonjour à tous. Avant d'accueillir M. Milin, je voudrais dire de ma gratitude à Ariel Garcia-Valdez, qui a assuré l'intérim de cette école dans des conditions difficiles, puisqu'il n'était pas prévu qu'il revienne dans cette école. La disparition de Méchant-Mitou a fait qu'Ariel est revenu nous aider. Il ne peut aujourd'hui être parmi nous parce qu'il répète à Paris et il va jouer un spectacle très important à l'Odéon à partir, je crois, du 1er février, alors qu'il devait commencer début janvier. Donc, je tenais à le remercier publiquement pour tout ce qu'il avait fait et pour avoir assuré la continuité des enseignements dans cette école. Monsieur Milin, vous notez bien que je suis très heureux de vous accueillir parce que ce poste important devait être pourvu et que nous cherchions, je n'oserais pas dire l'oiseau rare, mais vraiment le candidat qui réunisse toutes les qualités pour porter cet établissement, qui est quand même une école nationale, il n'y en a que 10 en France, dont une à Montpellier. Et je dois dire que vous êtes totalement légitime dans la mesure où vous avez été choisi par un jury composé par l'État, l'agglomération, une personnalité qualifiée incontestable, qui est M. Plazy, le directeur de la manufacture à Lausanne. Ce n'est pas trahir le secret des délibérations que de dire que vous avez été choisi à l'unanimité, et que ce jury s'est déroulé dans une sérénité totale. Alors, pourquoi avons-nous porté notre choix sur vous? Parce que vous réunissez une série de compétences qui sont fondamentales pour la direction d'un tel établissement, dans la mesure où vous êtes acteur, vous avez travaillé dans le théâtre, dans le cinéma, vous êtes un enseignant de haut niveau et reconnu partout, vous êtes également un auteur reconnu et metteur en scène. Votre projet, bien entendu, a été déterminant, mais je vous laisserai bien évidemment la parole à ce sujet, car il vous appartient, je crois, de le développer. Ce que je veux dire, c'est que ce projet a retenu l'attention du jury parce qu'il se caractérisait par son ouverture. Et depuis notre arrivée à l'agglomération de Montpellier, nous avons toujours prôné l'ouverture du théâtre et des arts en général pour tous les publics. Et c'est une constante. Le président de l'agglomération m'avait donné cette feuille de route lorsque nous avons commencé. Et je puis dire que nous nous y tenons tous. Alors c'est un moment important aussi de notre vie culturelle, puisque c'est la dernière étape aujourd'hui dans les nominations. Rodrigo Garcia a été nommé à HTH. Au CCM, Christian Rizzo a été nommé. Au Conservatoire, c'est Olivier Perrin. Et à l'ENSAD, aujourd'hui, c'est vous qui allez prendre la direction de cette maison. Qu'attendons-nous des chefs d'établissement, je peux le dire, parce que vous allez diriger véritablement ces établissements? Première chose, très importante pour nous, que vous acceptiez et que vous ayez la volonté de travailler tous ensemble, parce qu'il y a des synergies incontestables entre vos activités réciproques. Et pour le plus grand bien de nos concitoyens et de nos élèves, que ce soit au conservatoire ou à l'école des beaux-arts,
à l'école d'architecture avec qui maintenant des liens vont commencer à se nouer. Un nouveau directeur est arrivé et j'ai prévu d'aller à sa rencontre au mois de janvier. Donc, nous vous demandons bien sûr de travailler tous ensemble et comme je l'ai dit il y a un instant, en direction de tous les publics, y compris les publics empêchés. Et par cette expression, je veux dire, les détenus de la maison d'arrêt, les personnes souffrant de handicap, les enfants placés sous le contrôle de la protection judiciaire de la jeunesse, etc. etc. C'est pour nous une demande très forte. L'agglomération est très investie dans le théâtre, et en particulier dans l'ENSAD, puisque nous sommes deux partenaires, et seulement deux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres collectivités locales qui interviennent. Il y a l'État d'un côté et l'agglomération de l'autre. Nous subventionnons l'ENSAD à hauteur de 160 000 €, mais ça ne s'arrête pas là, dans la mesure où nous mettons à disposition des locaux, du personnel, leur entretien, les fluides, etc. C'est donc un investissement très important pour l'agglomération. Le rôle et l'action de l'agglomération dans le théâtre ne s'arrête pas là. Nous allons mener, je pense, à partir de janvier, une réflexion sur le théâtre du Hangar. Grâce au fonds d'aide à la diffusion théâtrale, nous aidons un certain nombre de compagnies de manière constante. Nous mettons en réseau sur l'arc méditerranéen un certain nombre d'établissements, et ça, M. le Président en parlera beaucoup mieux que moi. Et nous comptons sur l'ENSAD pour être vraiment la locomotive du théâtre dans cette métropole à partir du 1er janvier 2012. Donc, je n'ai pas à redire combien nous sommes heureux de vous recevoir, de vous accueillir, et je vous remercie aussi d'avoir bien voulu accepter de vous candidater à ce poste. Merci, Monsieur le Président. Eh bien, je voudrais moi aussi, tout d'abord, commencer par rendre hommage à Ariel Garcia-Valdés, non seulement bien sûr parce qu'il a assuré l'intérim, mais parce qu'il a été quasiment à l'origine de la création de cette école, qu'il en a été l'âme et qu'il est resté très longtemps. Je voudrais bien sûr, je pense aussi bien sûr à Richard Mitou, disparu il y a un an, trop tôt disparu. Et j'ai une pensée aussi pour l'équipe pédagogique qui a su pendant un an avec Ariel Garcia-Valdés assurer une transition intelligente. Mais cette période de transition est finie puisque nous avons désormais un nouveau directeur et que l'État, le ministère de la Culture, se réjouit fortement de l'arrivée de M. Milin, dont le choix, que dit M. le Vice-président, a été unanime dans le choix du jury, ce qui fait que la nomination par la ville de Montpellier, en accord avec le ministre de la Culture, n'a pas fait l'objet de beaucoup de discussions. Voilà. Donc l'État, dont vous l'avez précisé, M. le Vice-président, est un partenaire très important de l'école d'art dramatique, à laquelle il apporte non seulement ce label, mais aussi 250 000 € par an. Et depuis sa création, y compris pour la création des locaux dans lesquels il est installé, donc l'État et l'agglomération, en choisissant Gilles Dasmilin, ont marqué leur volonté d'avoir un professionnel à la tête de cette école, un professionnel dans tous les champs de création théâtrale, M. le Vice-président, vous l'avez souligné, afin que les étudiants de l'école dramatique disposent de toutes les clés pour ouvrir leur avenir. Mais ces clés seront encore plus complémentaires si effectivement ces étudiants peuvent aller travailler bien sûr avec l'ensemble des scènes et des lieux d'accueil du théâtre en région, et en particulier bien sûr le Centre dramatique national humain installé au théâtre des Présidents. Et nous ne doutons pas de l'intelligence des deux directeurs pour avancer ensemble dans cette direction. Mais former des étudiants en INSAD, c'est pas uniquement aussi dans le champ du théâtre, c'est aussi développer les pratiques interdisciplinaires pour aborder l'ensemble des champs artistiques. Et cela nécessite aussi, et là aussi je rejoins parfaitement ce que vient de dire le vice-président Travier, un travail avec l'ensemble des autres structures, œuvrant dans le champ de la création, la PANAC, le centre, le CCN, l'Opéra, l'école des Beaux-Arts, les écoles des Beaux-Arts, il ne faut pas oublier celle de Nîmes qui fait un travail extrêmement intéressant, l'école d'architecture.
là non plus, nous ne doutons pas de la volonté du nouveau directeur de s'engager dans cette voie et nous l'assurons du concours de la DRAC et de l'aide de la DRAC pour aller dans ce sens-là. Voilà, je vous remercie. Merci à tous. Je vais commencer par une mise en garde. En fait, vous entendez comment je parle un peu étrangement. J'ai un appareil, en fait, c'est comment on appelle ça? Je suis coréen. Un appareil dentaire, en fait, c'est une gouttière. On vient de découvrir que je suis neuro-intoxiqué aux métaux lourds, donc ça crée pas mal de soucis de concentration. Et du coup, j'ai aussi un champ électromagnétique absolument dément à cause des nombreux amalgames que j'ai dans la bouche, à base de mercure. Voilà. Donc si vous voyez que je dis des choses qui vous semblent un peu étranges, un peu confuses ou quoi, c'est un peu théâtral comment on fait en matière, pas forcément dans le meilleur sens du terme, mais vous m'arrêtez, vous me dites attendez, on ne comprend pas, on pose des questions. Voilà, peut-être je vais quand même me présenter un tout petit peu. Disons que j'ai commencé à faire du théâtre il y a maintenant une trentaine d'années. Je suis entré au conservatoire il y a presque 30 ans, au conservatoire national. Et là, en fait, très tôt, j'ai attrapé, disons, une sorte de goût pour ce que j'appellerais 3 axes, 3 directions, qui sont à la fois la réflexion ou la recherche, la transmission et la création. Et c'est un goût que j'ai directement pris, en fait, des gens qui étaient des intervenants qui travaillaient à l'école, qui étaient mes professeurs, puisqu'ils étaient dans un mode de transmission très direct et surtout dans une pensée qui articulait très concrètement la vie dans l'école, la sortie de l'école et la vie professionnelle, puisque les premiers spectacles que j'ai pu faire, comme acteur et aussi comme metteur en scène, les premières productions en fait se sont faites avec ces professeurs. Donc très tôt, j'ai été associé, c'est une chose, disons, singulière de mon parcours, à d'autres metteurs en scène, à d'autres artistes. On va commencer par Philippe Adrien, Stuart Side, Jean-Pierre Vincent. Ensuite, j'ai été associé au Théâtre National de la Colline pendant 8 ans, c'était une très longue période avec Alain Françon. J'ai travaillé aussi avec Lars Norén en Suède, pendant une période très longue, avec Thomas Ostermeyer, et aussi au cinéma avec Pascal Ferrand. Et du côté, je dirais, de la recherche, très vite, en sortant du conservatoire, j'ai monté mon premier spectacle. Et j'ai travaillé très tôt avec Jean Rouch, donc je ne sais pas, vous voyez, qui est Jean Rouch. Et c'est vraiment lui qui m'a appris, disons, à articuler une recherche, disons, fondamentale, avec de la fiction, avec la possibilité de monter des spectacles ou de faire des films. Donc ce goût, en fait, s'est pris très tôt d'une implication, on va dire, entre recherche, transmission et création. Du côté de la transmission, en fait, très tôt, dès ma sortie du conservatoire, j'ai enseigné au TNB et ensuite dans toutes les écoles, quasiment toutes les écoles nationales de France, que ce soit le conservatoire national, que ce soit le Théâtre national de Strasbourg, que ce soit les RAC ou la manufacture, par exemple, à Lausanne, et aussi beaucoup de formations continues, y compris à l'étranger, notamment au Brésil, où j'ai travaillé assez longtemps. Et aussi beaucoup de créations, majoritairement, disons, de mes textes. La plupart de mes textes sont publiés aux éditions Actes Sud Papier, il doit y avoir une dizaine de livres. J'ai aussi travaillé par la suite beaucoup avec des scientifiques au CNRS, en neurobiologie, pendant une assez longue période. J'ai travaillé avec Marie-Josée Mouzin, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, comme une grande philosophe actuelle. On a créé d'ailleurs avec Alain Françon une association où on a réfléchi pendant presque 10 ans aux conditions de création et à un réexamen, disons, de la pratique. Et je dirais que dans la réflexion, il y a aussi chez moi cette chose qui me semble très importante pour une école, qui est à la fois produire des outils d'enseignement, mais aussi produire des outils très concrets, en fait, de réexamen, de mise en crise de ce qui est enseigné. Voilà, donc ça c'est une chose qui est pour moi assez fondamentale. Après, je dirais que pour l'école telle que je l'imagine donc comme un lieu auquel j'ai toujours rêvé, finalement, qui est un lieu de création, de transmission et de réflexion ou recherche continue sur un mode vraiment de continuum, ce qu'on n'a pas habituellement dans un théâtre. Parce qu'un théâtre est amené à programmer et à faire de la diffusion, il fait de la création, bien sûr, il y a aussi de la recherche, mais disons, il y a aussi une bonne part de diffusion. Et je me suis toujours dit qu'il faudrait créer un théâtre, finalement, de création, de réflexion et de recherche qui soit sur un mode continu, quasiment un spectacle avec une même équipe toutes les 2 semaines. Et finalement, les élèves, les 12 élèves de l'école, enfin, là, les 11 actuels, et parfois il y a 2 promos en fait, par année, je les envisage comme une sorte de troupe, en fait, finalement, pour créer des spectacles. Après, je dirais que pour aller un tout petit peu vite, je dirais que sur l'enseignement, sur la première année, je dirais que je vais vraiment rechercher à ce qu'il y ait une relation forte entre les cours techniques et théoriques, y compris avec l'université, et que cette relation se passe avec les intervenants. C'est une chose qui manque vraiment dans les écoles nationales,
c'est vraiment des vraies relations entre l'ensemble des intervenants et l'ensemble des professeurs, qui est une visée, disons, commune ou un ensemble de visées qui soient communes. En première année, à part les cours techniques et théoriques, donc, et en tout cas en lien avec eux, je dirais que ce qui m'intéresse, ce que j'ai envie de développer, c'est presque de passer avec les élèves par presque toutes les techniques, en tout cas tout le panorama, toute la mosaïque des techniques de l'acteur, c'est-à-dire envisager vraiment l'enseignement sur un mode quasiment scientifique. Qu'on aille de Meyerhold, Stanislavski jusqu'à des techniques actuelles, et notamment la façon que j'ai moi de travailler, et qui a fait que j'ai été beaucoup appris pour les écoles, qui est en rapport avec les fonctionnements du cerveau. Donc c'est étonnant que je sois un PCP au métaux lourd. Je me suis d'ailleurs auto-diagnostiqué tout simplement avant de faire les tests, qui ont avéré tout ça. Et donc voilà, c'est c'est une technique que j'ai appelée la désynchronisation, qui fonctionne à partir de ce qu'on sait aujourd'hui du fonctionnement. La désynchronisation. Voilà. L'idée, en fait, c'est que, par exemple, là, je fais tout en même temps. En fait, je suis synchrone. Je bouge avec ma main, je prends en compte l'espace, les odeurs, les sons, je fais tout ça en même temps. Et en général, on dit à un acteur de monter sur un plateau, de savoir son texte, de se déplacer, de prendre en compte l'espace, son corps, sa voix, sa mémoire, qui soit un petit peu dramaturge, et qu'il fasse la même chose avec l'ensemble des personnes qui rencontrent sur le plateau, plus le public. Et c'est énormément de choses. En fait, c'est orchestral. Et le cerveau, en fait, fonctionne sur un mode désynchronisé. Chaque micronième de seconde, par exemple, là, je suis en train de parler, et j'ai des airs qui chauffent derrière l'œil, la partie supérieure cognitive et l'air de Broca, ici. Si je me mettais à chanter, ça se mettrait à chauffer de l'autre côté. Ça se mettrait à chauffer du côté droit. Et donc, en fait, chaque aire du cerveau travaille à des choses, on va dire, qui sont désynchronisées. Les odeurs, c'est une chose, la mémoire, c'est une chose, le ressenti, c'est une chose, etc., etc. Et chaque micronième de seconde, on resynchronise, ce qui nous donne l'impression de pouvoir tout prendre en charge de façon, disons, synchrone et orchestrale. Mais pour un acteur, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, la technique en question consiste à ne jamais faire tout en même temps. C'est-à-dire, quand on travaille sur l'espace, on travaille que sur l'espace, sur la voix, que sur la voix, sur le corps, que sur le corps, sur l'apprentissage du texte, sur l'interprétation, sur l'imaginaire. Tout ça sont des domaines totalement dissociés. Dans chaque domaine où on fait des découvertes, tout ça est filmé, et ensuite on resynchronise, comme une table de montage au cinéma, mais absolument à l'envers. Par exemple, si on prend le monsieur qui est là, il pourrait dire « to be or not to be ». That's the question. Sa forme de corps, en fait, est libre parce qu'il n'a que ça à faire. Et moi, j'associe du texte, et on voit qu'il y a déjà une synchronisation. Et donc l'idée, c'est d'en faire plusieurs, d'en faire jusqu'à 10, 15, c'est presque infini d'une certaine manière. Donc ça, pour la première année, qu'ils aient une conscience vraiment et une approche, je dirais, fondamentalement technique de la pratique de l'acteur, et qu'ils soient extrêmement conscients, ce qui leur permet, que ce soit sur un tournage, où on leur donne le texte un quart d'heure avant de tourner, etc., d'avoir des outils très très concrets, en fait, pour aborder, à partir d'une connaissance d'eux-mêmes, comme outil, en fait, ce qu'ils ont à jouer, ce qu'ils peuvent lâcher, en fait, et ne pas être prisonniers de ce qu'on appelle le métier ou la ruse de l'acteur, entre lui-même, à se débrouiller avec ce qu'on a fait. Voilà, je pense que ça part d'une chose au départ très étrange, qui est la relation entre Jean Vilar et Daniel Sorani. Je ne sais pas si vous voyez, hein, sûrement, c'est de grands acteurs français, d'une certaine manière. Et en fait, Jean Vilar avait vu jouer Sorano, il l'avait trouvé absolument fantastique. Le voyant jouer, il s'est dit, je l'engage. Et là, il écrit beaucoup en disant, je l'ai engagé, ça fait 6 semaines qu'on travaille, je ne comprends rien de ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire, quand il parle, il ne bouge plus, quand il se met à bouger, il marmonne, c'est-à-dire, il ne fait rien en même temps. Et il dit, 10 jours avant la première, en fait, tout ce qu'il a trouvé dans des domaines différents, on a l'impression qu'il a fait feu de ce bois-là, et il remet tout ensemble. Et du coup, en fait, il produit une forme totalement singulière, et j'avais l'air absolument fantastique sur le plateau. Ça part de ce genre de petite intuition de départ et de mes recherches et de mon travail au CNRS. Et c'est ça qui a fait qu'après, j'ai vraiment développé un ensemble d'outils en fait, pour cette technique. Ça, je dirais que pour la première année, il faut que les élèves, pour moi, aient conscience, disons, d'une grande mosaïque de techniques, dont celle-là. En seconde année, en fait, mon souhait, c'est qu'ils soient vraiment ouverts sur les autres arts, et d'un seul coup, on puisse inviter effectivement des chorégraphes en relation avec le CCM, inviter des musiciens, des plasticiens en relation avec les beaux-arts, et qu'il y ait d'un seul coup une vraie intrication, une vraie relation entre différents domaines de la pratique artistique pour la seconde année. Et je dirais en troisième année qu'il y ait vraiment
une friction. En fait, ce que je cherche, c'est une très grande friction entre des gens qui sont extrêmement expérimentés parmi les intervenants et des gens qui le sont très très peu. Ils aient la sensation comme ça d'un aller-retour. Par exemple, là, Alain Françon vient de me dire qu'il sera l'année prochaine à l'école. Il a refusé les offres du Théâtre National de Strasbourg, donc Stanislas Nordet lui a proposé de venir, il a dit non. Il a dit non à la manufacture aussi pour être ici, à Montpellier. Je pense que Pascal Ferrand aussi sera là l'année prochaine, parce que je veux vraiment aussi ouvrir sur le cinéma, c'est une chose qui commence aussi en seconde année. Là, ils vont tourner un film dans un mois et demi, en quelques années. Et donc, en troisième année, j'ai pas envie qu'il y ait cette friction entre des gens très expérimentés, par exemple comme Alain François, et des gens qui peut-être même sortent d'école, qui sont des très jeunes metteurs en scène, qui ont monté 1 ou 2 spectacles, ou qui sortent de Master Pro, par exemple. Je sais qu'à l'université, ici, on passe Master Pro de mise en scène qui va s'ouvrir, et peut-être que les élèves sortant de 2 ans d'études ayant monté quelques spectacles puissent directement intervenir à l'école, pour que les élèves aient la sensation d'un aller-retour entre effectivement presque une mémoire, une histoire du théâtre, et aussi des gens qui ont quasiment leur âge, et de façon à ce qu'ils comprennent que les employeurs potentiels, c'est finalement les intervenants, c'est les publics que l'on rencontrait, mais c'est aussi eux-mêmes. Eux-mêmes sont leur futur. Et donc du coup, en rencontrant des très jeunes gens qui déjà se sont astreints au travail de l'agencement des signes, on va dire, plus que de la mise en scène pour moi, que eux-mêmes puissent générer des projets par la suite en sortant de l'école. Et on voit bien que une des singularités de cette école, c'est vraiment le suivi et l'articulation de spectacles qui se sont créés dans l'école et qui ensuite ont une vie à l'extérieur. Il y a aussi un spectacle qui était une ancienne carte blanche, en fait, qui est menée par Vincent Stenbach, qui est un ancien élève, et aussi par quelqu'un qui s'appelle Katia Ferreira, un bon Horvat, qui va jouer prochainement au Cratère, et aussi le spectacle de Christophe Berton sur Pasolini, qui s'est créé l'année dernière, et qui va jouer au Théâtre du Longtemps. Sachant que le premier, Nobody, le spectacle de Saint-Test, joue vraiment dans énormément de lieux. Ils vont jouer au Montfort à Paris, au Théâtre du Nord au 104, au Théâtre Saint-Quentin en Yvelines, à Poitiers, à Reims et aussi à Valence. Voilà, donc c'est vraiment cette singularité-là de la création de spectacles à l'intérieur de l'école que j'ai vraiment aussi envie de pousser très fortement, au point que en fait, je renonce à une chose qui se fait dans les écoles, qui se pratique habituellement, qui est le spectacle de sortie. Il y a un spectacle de sortie en général qui crée énormément de tension parce que tout le monde n'est pas distribué de façon égalitaire, on va dire. Et cette tension, elle est vraiment, comment on pourrait dire, compressée, condensée dans un seul spectacle. Et donc mon idée, c'est de créer un répertoire occasionnel de troisième année où l'ensemble des spectacles qui ont été travaillés dans l'année vont être présentés. Je pense évidemment au Festival d'Avignon, je pense à Actoral, je pense évidemment au Printemps des comédiens, mais aussi un certain nombre de lieux à Paris. Pour accueillir finalement un festival de cette école, 4-5 spectacles, ce qui veut dire, comme quand on travaillait à Berlin avec Thomas Ostermayer, que chaque soir les acteurs jouent un spectacle différent. C'est-à-dire que les gens les voient dans des spectacles de facture extrêmement diverses, par exemple extrêmement classiques ou extrêmement contemporaines. On peut aller vers le numérique, vers la vidéo, ou alors par exemple comme avec Alain Françon, vers un théâtre extrêmement classique et profond. Et on les voit comme ça, disons, sur un panel de 4-5 spectacles. Et ça permet aussi que les dissymétries de distribution entre les acteurs soient beaucoup plus égalitaires et mieux réparties. Voilà, ça c'est le projet, disons, dans les très grandes lignes, avec, comme je disais, une grande ouverture aussi sur les sciences. Donc ça c'est une chose que je verrai par rapport à l'université ici, qui rencontre vraiment des scientifiques, ceux que je connais, avec qui j'ai pu travailler, mais aussi d'autres. Et le cinéma, voilà. Qui me semble très important, il y a une chose qui manque dans les écoles très fortement, c'est ne serait-ce qu'un passeport cinéma de la sortie de l'école, qu'ils aient avec eux une vidéo de sélection, des choses qu'ils ont pu faire à l'image. J'ai trop souvent vu des élèves sortir d'école, rencontrer des directeurs de casting, des réalisateurs, des producteurs, étant incapables de leur présenter des images, parce que rien n'avait été fait dans ce sens-là. Alors il suffit d'avoir un DVD avec soi. Et ça aussi, ça participe de l'articulation évidemment de la vie professionnelle, puisque le visuel est évidemment extrêmement majoritaire dans l'emploi des jeunes interprètes. Remercier Ariel Garcia Valdez et avoir eu de pensée émue pour Richard Vitou qui nous a quittés tragiquement. Ensuite, je voudrais remercier l'État. D'abord le ministère de la Culture.
Et je prends successivement les deux ministres de la culture, que ce soit Aurélie Filippetti ou Fleur Pellerin, qui sont d'une grande écoute pour la culture à Montpellier. Aurélie Filippetti, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Elle nous a beaucoup aidé avec Bernard pour, dans le cadre de la transformation de l'ancien musée de la France et d'Algérie en centre d'art contemporain. Elle nous a aidé aussi pour la panacée, les arts numériques. Et Fleur Pellerin, je l'ai eu au téléphone directement. Et on a convenu de se rappeler, de se voir au début d'année pour faire un peu l'état de la situation de la politique culturelle de la ville et de la métropole. Je voudrais remercier l'État en région, c'est-à-dire la DRAC, M. Daguerre de Huron, M. Tour, ici présent. Je voudrais les remercier parce qu'ils sont toujours présents aux côtés de la métropole et de la ville. Présents dans les jurys, mais présents en tant que financeurs, au titre de l'État. Et sur la culture, nous n'aurions pas l'État, nous serions en grande difficulté. Que ce soit pour le théâtre, la danse, la musique, l'art contemporain, les arts numériques, mais aussi pour tout ce qui est patrimonial, où l'État est extrêmement présent. Donc c'est l'occasion pour moi de les remercier. Ensuite, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à Montpellier, bienvenue dans la métropole. Vous souhaitez bon rétablissement. La gouttière que vous portez, pour moi, elle est de bon augure. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les gouttières qui sont en matériaux souples, translucides, en polyméthacrylate de méthyle, pour ceux que ça intéresse, eh bien, elles ont un but, elles ont deux buts essentiels. Le premier but, c'est d'espace B. C'est en tout cas B, ça a une autre utilité, c'est que ce sont aussi les protège-dents des boxeurs. Hein. C'est la même chose. Donc, vous êtes armé, monsieur Vidal, pour venir travailler à Montpellier. C'est une double chance. Je voudrais revenir sur les financements et dire un mot sur ce que vous avez dit concernant les universités, le théâtre et le travail en réseau avec les scientifiques. D'abord, concernant le financement de l'ENSAD, qui est l'une des écoles nationales importantes de Montpellier, avec l'école d'architecture. J'ai rencontré il y a une semaine le nouveau directeur, en présence du DRAC. L'école nationale des beaux-arts, mais aussi la Cité internationale de la danse, et le centre dramatique, et aujourd'hui l'ENSAD. Autant d'écoles qui rehaussent l'image de Montpellier et de l'agglomération, et grâce à l'État, nous pouvons subvenir à leurs besoins. Pour ce qui est de l'ENSAD, le financement de l'État est important. C'est 236 000 €. Oui, mais il faut le dire, c'est de l'argent public, on est obligé de le dire. C'est pas mon argent à moi. Ça fait un petit peu mes impôts en tant que citoyen. Et pour ce qui est de l'agglomération, le financement est pratiquement évalué au double lorsqu'on ajoute la subvention, l'utilisation des locaux et le personnel mis à disposition. Donc, vous voyez, c'est un fonctionnement qui est important. Et il convenait d'y faire référence de façon légère. Ensuite, concernant le souhait que vous avez émis de travailler à la fois sur le numérique, à la fois sur les chercheurs, les scientifiques, sachez que la ville de Montpellier sera à vos côtés par l'outil fantastique qu'elle a et auquel je tiens particulièrement, qui s'appelle la panacée, et qui continuera à proposer une programmation liée aux arts numériques, et dans laquelle vous pouvez obtenir des liaisons très fortes, et puis aussi avec la culture scientifique qui est développée au travers de l'Agora des Savoirs, qui est l'une des manifestations phares de la culture à Montpellier, qui se déroule à la salle Rabelais tous les mercredis soirs, pendant l'hiver, jusqu'au printemps. Le tissu universitaire de Montpellier est extrêmement riche, beaucoup de chercheurs, 6 000 chercheurs. Et vous aurez la possibilité, avec l'université Paul Valéry et l'université Montpellier 2, de pouvoir y faire des rencontres qui, je suis sûr,
vous inspireront dans la conduite des opérations de l'ENSAD. Enfin, et pour terminer, je voudrais dire que le théâtre, c'est pour moi la partie de la culture la plus sensible, la plus subtile. C'est celle qui est combattue en premier lieu par tous les autoritarismes, quels qu'ils soient. C'est l'expression même de la liberté, le théâtre. Une société qui est soumise au joug d'une dictature voit son théâtre disparaître en premier lieu. Molière le disait, l'exprimait par le théâtre populaire, celui qui se faisait sur des planches à Pézédas au coin de la rue. Ce théâtre populaire qui liait le français et l'occitan, qui faisait participer les passants, le théâtre participatif, inventé par Molière. C'est cette expression-là qui est à conserver et qui est à préserver comme un joyau incompressible, incontournable, utile. Nous, ici, dans l'agglomération, nous avons plusieurs théâtres. Nous avons chez Lutheral, nous avons Jacques Cœuralat, nous avons Jean Villard à Montpellier, nous avons le Centre d'art dramatique, nous avons Béranger de Frédol à Villeneuve-les-Baguelones, et puis nous avons d'autres théâtres qui peuvent travailler en synergie, comme la scène nationale de Sète, qui aujourd'hui ne fait pas partie du grand programme élaboré par les directeurs des théâtres de l'agglomération, mais qui, je le souhaite, pourra un jour harmoniser ses programmations avec tous les théâtres de la zone. Parce qu'il serait idiot de programmer le Bourgeois Gentilhomme le même soir à Sète et à Montpellier. Ça me paraîtrait redondant, même si les TER joignent Sète en 10 minutes, mais hélas, il n'y a pas de retour de TER à 22h30. Voilà une des modifications que l'on peut apporter par l'usage, par la discussion, aux modifications horaires des cadencements des TER régionaux. Mais on ne va pas rentrer dans la politique régionale, c'est pas l'heure. Voilà, donc on a beaucoup de travail à faire et le théâtre est un vecteur essentiel de cette culture, qu'avec Bernard Travier et l'État, nous suivons de près. Le théâtre du Hangar nous a donné beaucoup. Nous allons voir ce que nous allons en faire. Je sais qu'il y a des compagnies qui résident de façon temporaire en ce moment, qui l'utilisent. Nous allons décider d'une politique pour le théâtre du Hangar et je souhaite qu'elle travaille en partenariat, qu'il travaille en partenariat avec l'ENSAD et avec tous les théâtres de l'agglomération de Montpellier. Souvent on fait une sorte de packaging comme ça, où il y a plutôt quand même un regard des écoles nationales sur le conférent qui est plutôt pas très positif. Plutôt en termes de, je sais pas, de niveau de savoir ou de ce qui est enseigné, etc., etc. Pour avoir fait, quand même participé à 12 concours nationaux en 20 ans, souvent quand on voit débarquer en fait, des gros charrières comme ça du cours Florent, parce qu'ils sont très très nombreux, c'est difficile en fait je dirais, de faire le tri et tout ça. Donc il y a une sorte d'a priori assez négatif, on va dire. Mais en même temps, moi, j'en sais rien, je ne connais pas cette école. Et je ne sais pas trop ce que ça veut dire de toute façon, parce qu'il y a tellement d'enseignants, j'ai l'impression qu'ils sont très très nombreux. Hein. Je crois que sur Paris, il y avait 1000 élèves, un truc comme ça, ou peut-être plus. Donc ça fait énormément d'enseignants, et je n'ai aucune idée de ça. Après, qu'il y ait une autre école qui s'ouvre, voilà, c'est très bien. Enfin, il n'y a pas de souci. Nous avons besoin, comme disait Bernard Travier, ça une sorte de forme de concurrence, mais surtout, ça permet à des gens de se préparer peut-être pour rentrer à Montpellier, je ne sais pas. J'ai pas trop d'avis là-dessus, en fait. Il y avait pas un esprit? Ouais, je dirais plutôt un esprit qu'un style, un esprit. En tout cas, ça c'est une chose que moi je veux conserver. Et c'est un esprit, en plus, quand Ariel m'avait appelé par exemple pour intervenir à l'école il y a une quinzaine d'années, je ne pouvais pas, j'étais en création. Mais je savais, en fait, je ne connaissais pas l'école, mais on savait qu'il y avait quelque chose de particulier qui se passait là, et qui était lié à l'esprit qu'il a développé. Donc, effectivement, je pense que c'est un esprit qui est vraiment tourné sur l'interprète d'abord, qui est très ouvert, et avec aussi, là pour le coup, il y a un style derrière. Il est dans une sorte d'élégance et d'ouverture qui est assez étonnante. Après, voilà, j'ai envie de pousser cette chose-là. Donc il n'y a pas du tout de rupture, en tout cas, avec l'esprit. Après, le style, je dirais,
c'est justement une pluralité de styles. C'est-à-dire, le style, c'est l'homme, hein, comme disait Ronsard. Après, Lacan qui lève le point en disant le style, c'est l'homme à qui on s'adresse. Donc je dirais que là, ce qu'il faut, c'est multiplier les styles, multiplier les systèmes d'adresse en invitant des intervenants, je dirais, très très compétents et qui justement ont des systèmes d'adresse extrêmement différents. Donc que l'école soit une mosaïque de styles, un creuset de styles, en conservant les styles, je dirais, et en le développant, en le poussant. Ça, c'est assez passionnant, la question du style. Si on prend Cassavetes, il dit « je fais le film que j'aimerais voir moi ». Donc il s'adresse à lui-même d'une certaine manière. En fait, la personne à qui on s'adresse définit le style. Quand on écrit une œuvre, on se dit, il y a toujours quelqu'un à qui on s'adresse. On se dit, tiens, j'aimerais que ce soit tel type de lecteur qui lit cette chose-là. Le style, pour moi, c'est l'adresse. C'est à qui on s'adresse quand on fait. Et plus il rencontre de systèmes d'adresse, plus c'est intéressant.